analyser son terrain, s'adapter au contexte, observer, la phase d'observation en permaculture. Tu sais peut-être pas par où commencer pour observer, analyser. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. C'est voilà l'étape quand on design, quand on crée un jardin en permaculture, on a cette phase où on va devoir un petit peu, même beaucoup, analyser son terrain, analyser son contexte, bien observer, bien comprendre qu'est-ce qui se passe, où on est et comment on va faire pour s'adapter à ce qui se passe et où on est. Donc on va voir dans cet épisode 5 éléments essentiels à analyser sur ton terrain pour cette phase d'observation, cette phase de relevé d'informations. On va voir comment réaliser chaque analyse chez toi. Je vais aussi te partager des outils simples et gratuits pour faire tes analyses. On fera un petit exercice si on a le temps, en fin d'épisode, on fera un petit exercice pratique guidé en fin de podcast. Donc, prends des notes, ça va te servir d'ailleurs. Je rappelle qu'on est sur un format podcast. Le but, c'est justement que tu fasses autre chose en même temps. Moi, à la base, si je fais ce podcast, c'est pas pour montrer des techniques de jardinage. C'est vraiment pour que, voilà, peut-être que pendant que tu jardines, pendant que tu es au jardin, pendant que tu fais autre chose que rester devant un écran, tu puisses quand même écouter mon podcast, quand même apprendre des choses, comprendre des choses sur la permaculture, sur le jardinage. Donc c'est le but aussi de ce podcast. Je sais qu'il y en a qui disent oui, on ne peut pas apprendre à jardiner avec un podcast. Si, on peut du moins inspirer, changer le regard, changer de perspective. Et ça peut aussi donner envie d'aller au jardin. Donc voilà, c'est le but de ce podcast. Donc c'est intéressant de prendre des notes parce que voilà, on n'a pas forcément, il y a des choses que je vais aborder dans cet épisode et tu vas pas forcément pouvoir mettre en pratique tout de suite. Donc, ce serait bien que tu aies un petit truc pour noter. Et puis voilà quoi. On va voir aussi pourquoi une analyse de ton terrain c'est essentiel pour la réussite de ton projet. C'est comme, tu vois, préparer sa monture avant de partir. Enfin, tu vois. Quand tu te prépares, quand tu sais où tu vas, quand tu sais comment tu vas y aller, c'est beaucoup plus fluide. Tu fais beaucoup moins d'erreurs, tu vas gagner du temps. Tu n'as pas besoin de refaire ce que tu aurais pu prévoir dès le début. Ça va t'éviter aussi de faire des erreurs coûteuses en temps et en argent, comme planter un arbre au mauvais endroit ou mal gérer l'eau. Souvent, c'est un problème si tu fais des aménagements et que finalement ça se révèle être pas du tout efficace. Voilà, si tu avais prévu un petit peu à l'avance, si tu mets, je sais pas, une mare au mauvais endroit, etc., ou tu installes ta serre au mauvais endroit, par exemple, aussi. Donc ça va t'éviter de faire des erreurs coûteuses en temps et en argent, pardon. Donc tu vas pouvoir concevoir un design réaliste qui respecte les forces de la nature de ton lieu. Et au lieu d'aller contre les forces de la nature, tu vas aller avec les forces de la nature. Et pour aller avec les forces de la nature, il faut comprendre son environnement, il faut comprendre déjà le vivant, mais aussi là où tu es, comment ça se passe, le vent il est où, le soleil il est où, l'ombre elle est où, le terrain il y a quoi, est-ce que c'est un terrain qui est plutôt sableux, est-ce que c'est plutôt argileux, etc., etc. Ça va te permettre aussi de, finalement, tout ce qu'on veut, c'est maximiser ses récoltes. Tu vas avoir plus de récoltes. Après, si c'est juste pour avoir aussi plus de biodiversité, plus de diversité, de faune sauvage, pareil, suivant tes objectifs, mais la plupart du temps, on veut maximiser ses récoltes, avoir un jardin comestible, tirer vers l'autonomie, mais voilà, il peut y avoir différents objectifs, mais en tout cas, ça va t'aider à aller plus rapidement vers tes objectifs. D'ailleurs, c'est aussi l'objectif de la permaculture, c'est voilà, d'avoir un projet, un objectif et de s'intégrer dans son lieu avec ses objectifs, quoi. On va s'adapter parce que, ok, chaque lieu, on va dire, a une réponse, chaque lieu a un design idéal, mais aussi tout dépend de la personne que tu vas mettre sur le lieu et de ses objectifs. Donc ça aussi, ça peut avoir une influence sur la conception finale de ton jardin. Donc, et surtout, ça va t'aider à te sentir beaucoup plus en confiance pour avancer. Donc, tu vas aller beaucoup plus vite. Tu vas avoir moins d'erreurs, donc tu vas pas avoir des moments où tu vas vouloir baisser les bras ou quoi. Donc, c'est que bénéfique. Voilà, on va passer donc on va commencer avec les 5 éléments. Oublie pas de t'abonner, de mettre un like et de partager.
Comme je te dis, on va essayer de faire ça hors écran, donc n'hésite pas à aller faire autre chose en même temps. Et voilà, il y aura quand même, je pourrais pas être au top non plus, voilà, comme je te dis, prends des notes parce qu'il y a quand même des choses à faire, des recherches sur Internet, des tableaux, des trucs comme ça. Donc voilà, je vais essayer aussi de te transmettre ça le plus simplement possible. Donc les 5 éléments essentiels à analyser sur ton terrain. La première chose, ça va être le climat local. Donc ce que tu peux faire, c'est une analyse mois par mois de la pluviométrie. C'est-à-dire combien de millimètres il pleut chaque mois sur mon terrain. Donc tu peux le faire en achetant un pluviomètre et en relevant tous les matins. Voilà, il a plus de tant de millimètres. Tac, tu fais un calcul, tu ajoutes et après tu fais une moyenne et tu fais ça plusieurs années et après tu as une moyenne. Ou sinon, on verra aussi dans la partie un peu plus technique, un peu plus loin dans ce podcast, des outils pour aller directement chercher ces informations. Il y a des relevés qui sont faits automatiquement, donc tu n'auras pas forcément besoin d'attendre de le faire ou de le faire. Mais voilà, c'est bien de le faire aussi. Moi, je l'ai fait passer un temps sur certains de mes projets. Et voilà, ça aide aussi à comprendre, à comprendre le vivant, tu vois. Après, tu sais, tu vas, tiens, là j'ai l'impression il a plus 3 mm. Tu vas regarder ton pluviomètre, ah ouais, j'étais pas loin, il a plus 4 mm. Tu vois, ça te permet aussi de comprendre un peu mieux le vivant, d'avoir un pluviomètre, mais t'es pas obligé. Pareil, tu peux aussi observer l'ensoleillement. Comment ça se passe? Est-ce que le soleil, à quel moment il se lève selon la période de l'année? À quel endroit il se lève selon la période de l'année, où il se couche, où est-ce qu'il est à son zénith, à quelle hauteur il est en hiver, à quelle hauteur il est en été, etc. etc. On va aussi observer, je t'invite aussi à observer le gel. Est-ce que il y a des poches de gel? Est-ce que le gel se dépose plus à tel ou tel endroit de ton jardin? Pareil, tu peux observer la sécheresse. Où est-ce que ton terrain est plus sec? Et où est-ce que ton terrain est plus sec, tout simplement. Voilà. Et après, tu peux aussi aller dans la précision. Voilà, parce que tout ça, en fait, la pluviométrie, l'ensoleillement, on va dire aussi le gel et la sécheresse, tu peux plus ou moins l'anticiper, on va dire. Quoique le gel et la sécheresse, moyennement. Mais après, tu peux aller, tu vois, on parle de climat local, mais après, tu peux aller plus en détail aussi et aller chercher dans les microclimats. C'est ça qu'on appelle les microclimats. C'est ce qui va vraiment... le climat, ça va être, je sais pas, climat méditerranéen, tu vois. Et après, en zoomant, tu peux aller sur un microclimat où, dans un endroit de ton jardin, il y a un petit peu plus de vent, il y a un petit peu plus de soleil, là, c'est un petit peu plus humide, là, c'est un petit peu plus sec, etc. etc. Donc, et puis voilà, après, il y a aussi, comme je disais, tout l'ensoleillement selon la saison. Et aussi, des fois, la situation géographique, elle peut avoir une influence sur le climat. Par exemple, à des endroits, tu peux être dans un climat continental, par exemple, et vu que toi, tu es sur une colline et puis pas très loin d'une falaise, où c'est quand même assez sec, tu peux avoir un climat qui a aussi une tendance, une espèce de microclimat spécifiquement là où est ton terrain, un microclimat méditerranéen, où là, justement, ça va aussi avoir une influence sur le choix des végétaux que tu vas implanter sur ton terrain. Malgré que tu sois en continental, en climat continental, tu vas peut-être planter de la lavande ou du romarin parce que ton terrain il est plutôt sec, il est très exposé au soleil, tu es dans une cuvette et du coup la chaleur elle stagne, le soleil il tape beaucoup. Donc voilà, il y a aussi des microclimats qui peuvent intervenir au niveau de l'environnement, de la topographie, mais aussi des microclimats à plus petite échelle dans ton jardin où il y a plus de gel, plus de vent, plus d'humidité, etc., etc. Ensuite, le deuxième élément essentiel à analyser, ça va être l'orientation. Et c'est surtout le soleil et le vent, en gros. Si tu es exposé au sud, tu vas avoir plus de soleil. Que ce soit une maison, que ce soit un appartement. D'ailleurs, on va prendre aussi c'est soit ta maison ou ton appartement a une exposition au soleil, mais ton jardin, il peut avoir une exposition différente.
Donc voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. C'est un peu délicat à expliquer, mais voilà, par rapport à tous ces éléments, en gros, ta maison, ton appartement, ton jardin ou ton balcon, il va avoir une exposition, par rapport à ces orientations. Il peut avoir différentes orientations, il peut être exposé de tous les côtés, mais tu peux aussi avoir une seule et unique exposition, ou tu peux avoir deux expositions, voilà, tout dépend du contexte. Mais en gros, soleil et vent à retenir. Voilà, quelle est mon orientation par rapport au soleil et mon orientation par rapport au vent, et est-ce que j'ai plusieurs orientations ou est-ce que j'en ai qu'une seule? Voilà, c'est à peu près ça qu'il faut retenir. Ensuite, troisième élément, ça va être la topographie. Tout ce qui est le relief de ton terrain, est-ce qu'il y a de la pente ou pas? Voilà, tu peux te poser comme question quel est le pourcentage de pente sur l'ensemble de ton terrain. Voilà, quand tu prends le point le plus haut et le point le plus bas de ton terrain, quel est le pourcentage de pente sur l'ensemble du terrain? Déjà, c'est bien de savoir ça parce que voilà, tu sais que l'eau, elle va rentrer à telle hauteur, elle va ressortir. Voilà, il y a une pente, quoi. Et d'ailleurs, tu peux avoir l'eau, elle peut partir dans plusieurs sens. Voilà, on va pas partir sur tous les détails, sinon je vais me perdre. Mais en gros, si tu veux connaître le pourcentage de pente sur l'ensemble de ton terrain, en général, il y en a qu'un, on va dire. Tu vas sur quoi déjà? Tu peux le trouver sur Google Earth, ou sur Google Earth, ou en général sur Géoportail, tous les services comme ça. Tu peux trouver le pourcentage. En général, en fait, en gros, tu vas définir deux points, le point le plus haut et le point le plus bas. Et en fait, ça va te faire une courbe avec toute la topographie. Ça va même te dire à quel moment tu vois, ça va te faire, ici, ça descend sur 1 mètre, après, ça remonte sur 3 mètres, je sais pas, j'ai au pif, après, ça redescend sur 4 mètres, etc. Puis ça va te donner la moyenne, et cette moyenne, ça va faire un pourcentage de pente. Ça, c'est important aussi à connaître, à chercher cette information. Tu vas aussi te demander où est-ce que va l'eau. Comme je disais, hein, l'eau, elle peut aller dans plusieurs sens sur ton terrain. Elle peut venir de plusieurs endroits. Elle peut aussi s'arrêter sur ton terrain. Bref, où va l'eau? Dans quel sens elle va? Voilà, dans plusieurs sens. Est-ce qu'il y a un endroit où les pentes... Tu vois, tout ça, c'est des questions que tu peux te poser. Hein, tu peux les noter. Est-ce qu'il y a un endroit où les pentes sont plus fortes? Comme je disais, tu as des endroits où il va y avoir des pentes plus fortes et des pentes moins fortes, des fois du plat, des fois des cuvettes, etc. Est-ce que tu as des talus, etc., etc. Donc, tu as toutes les questions liées au relief, aux pentes, talus, fossés, tout ça, tu le notes aussi quelque part, et ça peut aussi être des microclimats, on va dire, pas des microclimats, mais des micro-topographies. Après, voilà, on va pas aller dans le détail. Ici, il y a un cul de poule ou un trou de taupe. Non, on va pas aller jusque-là, mais c'est intéressant aussi de voir tout ça. Ensuite, quatrième élément essentiel à analyser sur ton terrain, ça va être la qualité et le type de sol. Donc quand j'entends de qualité, je parle de richesse en matière organique. Alors ça, on verra que c'est un peu compliqué à savoir comme ça. Après, voilà, s'il y a des vers de terre, c'est déjà une bonne piste. Mais voilà, c'est toujours difficile de voir sans faire une analyse un peu plus scientifique, tu vois, sans envoyer des résultats, sans envoyer un échantillon de terre à des laboratoires spécialisés. Ça va être compliqué de connaître ton taux de matière organique, parce que c'est ça qui est important. On ne va pas rentrer en détail là-dessus, mais voilà. C'est une question que tu peux te poser. Est-ce que mon sol est riche en matière organique? Ça va aussi t'aider t'aiguiller un petit peu dans ce que tu vas planter, la façon dont tu vas jardiner, etc. Si ton terrain il est plus pauvre, d'ailleurs j'ai fait un épisode, je t'inviterai à aller l'écouter, je me souviens plus exactement le nom d'épisode, mais comment enrichir sa terre sans matière organique, je crois. Et en fait, c'est un épisode spécial sur ceux qui ont un terrain pauvre et qui démarrent un design avec un terrain sableux où il n'y a aucune matière organique. Et voilà, je donne plein d'astuces pour produire soi-même sa propre matière organique et éviter d'avoir à rapporter trop de matière organique dans son terrain. Je t'invite à aller écouter comment produire de la matière organique ou un truc comme ça sans produire de matière organique, je sais plus quoi. Bref. Donc la qualité de ton sol, est-ce qu'il est riche en matière organique ou est-ce qu'il est plutôt pauvre? Ça va aussi t'aider dans
le choix de tes plantations, la façon de jardiner. Quelle est sa texture ? Ça, tu peux le faire sans forcément aller faire appel à un laboratoire. Il y a la technique, on en parlera après, la technique du bocal, mais je t'en parlerai juste après, où il y a la technique aussi, où une bonne terre, c'est une terre que tu peux prendre, tu fais un boudin avec, et le boudin, tu peux faire presque un anneau, tu vois. Enfin, plus tu peux faire un anneau avec, tu vois, tu prends ta terre, tu la roules en boudin, et si elle reste unie, bah, ça veut dire que c'est une terre qui est quand même de bonne qualité, tendance argileuse, on va dire. Et si tu arrives même à faire un rond avec ce boudin, un anneau, quoi, bah là, c'est une terre très argileuse. Donc voilà, c'est tous des petits détails. Mais le mieux, voilà, pour moi, ça c'est sympa comme ça, mais le mieux, c'est vraiment de faire le petit test du bocal. On en reparlera juste après rapidement. Je t'expliquerai comment faire. J'ai déjà dû l'expliquer, mais on va le réexpliquer ici. Et voilà. Donc tout ça, ça va être pareil, ça va être quelque chose qui va influencer ta façon d'aménager ton jardin et surtout de jardiner tout simplement. Si ton sol est riche ou pauvre, eh ben, tu vas pas l'aménager de la même façon, tu vas pas jardiner de la même façon, aussi en fonction de sa texture. Et si tu as un grand terrain, je sais pas, au-delà, on va dire on va pas parler de grand terrain, mais déjà au-delà de 500 000 m², ça peut être intéressant de faire plusieurs tests, enfin plusieurs relevés de terrain. Tu prends plusieurs échantillons de terre à différents endroits, parce que des fois, ça peut varier d'un endroit à l'autre. Et ça peut aussi t'aider à choisir là où est-ce que tu vas mettre ton potager ou là où est-ce que tu vas planter plutôt tes plantes aromatiques. Donc voilà. Ensuite, le cinquième élément essentiel à analyser sur ton terrain, ça va être les accès, donc les accès à ton terrain, par où est-ce qu'on rentre dans ton terrain, que ce soit des animaux ou des êtres humains, et la circulation de l'eau. Encore une fois, un petit peu, la circulation de l'eau, c'est un petit peu lié à la topographie, mais là, on va aussi s'aider justement des recherches qu'on a fait sur la topographie pour analyser la circulation de l'eau. Donc, les questions que tu peux te poser, comme je disais, quels sont les accès pour les humains, pour les animaux, pour les véhicules. Alors, ça va être des véhicules motorisés, ça peut être des voitures, mais ça peut aussi être les vélos ou les trottinettes, je sais pas où est-ce que tu habites, mais voilà, les pistes cyclables, quoi, les voies douces. Et voilà, et humains, animaux, véhicules. Est-ce qu'il y a des droits de passage ? Souvent, on n'est pas tout le temps au courant. Des fois même, on n'a pas forcément envie qu'il y ait un droit de passage. Des fois, il y en a qui annulent ces droits de passage, mais des fois, voilà, on a des droits de passage qui passent sur notre terrain. Où est-ce que ce droit de passage se trouve ? Où est-ce que les personnes rentrent ? Où est-ce que les personnes sortent ? Voilà, tu peux demander aussi, est-ce que l'eau est canalisée ? Pareil, je ne vais pas en reparler ici, mais des fois, il peut y avoir l'ancien propriétaire ou l'ancien propriétaire à l'époque avait mis des drains ou avait mis un truc pour canaliser l'eau sous ton terrain et finalement, du coup, bah, toi, tu profites pas de toute cette eau, quoi. Elle passe comme ça, elle coule sous ton terrain et toi, tu as un terrain qui est ultra sec. Et alors qu'en fait, tu as de l'eau qui passe dessous, quoi. Donc, ce serait bien aussi de se renseigner auprès des anciens propriétaires, regarder des cartes, demander à la mairie ou autre pour savoir est-ce qu'il n'y a pas des cours d'eau qui passent pas très loin et où sont ces cours d'eau, quoi. Est-ce qu'ils sont encore là ? Est-ce que quand il pleut, est-ce que c'est des cours d'eau qui sont plutôt temporaires, qui vont apparaître que quand il y a de la pluie, ou est-ce que c'est des cours d'eau continus ? Voilà, tout ça, ça peut être aussi intéressant de faire une mini-enquête sur est-ce que l'eau passe sur ton terrain. Et au final, est-ce que si oui, il y a un cours d'eau, où est-ce qu'il est ? Est-ce que je peux le ralentir ? Etc., etc. Tu peux aussi te demander est-ce qu'à des endroits, il y a de l'eau stagnante ? Tout ça aussi, c'est relié à la topographie. Donc voilà, les accès et la circulation de l'eau. Donc pour résumer, les 5 éléments, ça va être le climat, l'orientation avec l'histoire du soleil et du vent, quoi. Quelles sont les orientations ? Et est-ce que je profite du soleil d'exposition sud, nord, est, ouest ? Est-ce que le vent vient plutôt l'hiver, de quel côté il vient, l'été, de quel côté il vient, etc., etc. La troisième chose, ça va être la topographie, le relief et les pentes. La quatrième chose, ça va être la qualité et le type de sol. Et la cinquième chose, ça va être les accès et la circulation de l'eau sur ton terrain. Donc déjà,
Si tu notes tout ça et que tu fais déjà tout ce travail, je peux te garantir que tu auras déjà de meilleurs résultats, tu auras un meilleur design que la plupart des gens. Voilà, toutes ces infos, c'est vraiment essentiel. Si tu veux analyser ton terrain, faire une bonne analyse, une belle observation, eh ben, déjà, rien qu'avec ça, tu auras déjà fait un bon boulot. Maintenant, je vais t'aider un petit peu. On va aller un petit peu plus en détail. On va voir comment réaliser facilement chacune de ces analyses près de chez toi. Voilà, je t'ai déjà donné quelques pistes, mais là, le but, c'était vraiment de te donner une vision d'ensemble. Maintenant, on va voir un petit peu plus en détail comment tu peux t'y prendre. Et on va commencer par le climat local. Donc, où on va trouver toutes ces informations. Tu sais, je te disais, il faut analyser la pluviométrie, le gel, les différentes températures aux différentes saisons. Parce qu'il y a des saisons où il va plus pleuvoir à l'automne. Pardon. Il y a des régions, même en France, hein, où des fois ça peut jouer sur quelques kilomètres, hein, où il va plus pleuvoir en octobre, et à d'autres régions, il va plus pleuvoir en avril, quoi. Ça va dépendre du climat, tout simplement. Donc, tout ça, pluviométrie, température, gelée, etc., etc. Si tu me suis, tu dois connaître au bout d'un moment, mais tu as des sites internet qui te donnent tout ça, qui sont des données assez fiables, officielles, on va dire. Donc, tu as Météo France, hein, tout simplement, ils ont pas mal de données. C'est pas les plus complets. En Météo France, ils partagent pas. Voilà, c'est pas ceux qui partagent le plus de choses. Tu vois, par exemple, en Suisse, je sais plus comment ça s'appelle, mais leur Météo France en Suisse, Météo Suisse, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Bah eux, il y a tout un tas d'informations. T'as tout, quoi. Météo Belgique aussi, c'est hyper riche en informations. Voilà, Météo France, c'est un peu plus compliqué déjà à trouver l'info, et puis finalement, il n'y en a pas énormément. Voilà, et sinon, moi, ce que j'utilise beaucoup et que à chaque fois je te repartage, c'est infoclimat.org, un site internet où, pareil, tu vas facilement pouvoir retrouver les stations météo qui ont été installées un petit peu partout, hein. En France, tu as des stations météo qui vont relever le vent, la pluie, les températures, etc. Et infoclimat.org, tu vas là-bas et tu cherches, je crois que tu peux chercher directement sur la carte quelle est la station météo qu'il y a au plus près de chez toi. Et après, tu vas avoir toutes les informations sur des fois, ça remonte jusqu'aux années 70, même peut-être avant, je crois. Et tu sais, voilà, de tout ce qu'il a plu mois par mois depuis ces années-là, le soleil, etc., etc. C'est une mine d'or d'informations, infoclimat.org. Ensuite, tu peux... le but, c'est pas de faire non plus, tu vois... du coup, c'est compliqué. Avec toutes ces informations, qu'est-ce qu'on va en faire, en fait? Ce que tu peux te faire, c'est des petits tableaux, par exemple, tu vois. Et en fait, je vais te donner un petit conseil. Je vais pas te faire un cours là-dessus tout de suite sur comment relever les données climatiques locales. Mais voilà, il faut être pertinent. Il faut aller chercher la particularité. Il faut chercher le truc exceptionnel, tu vois, le truc qui sort un petit peu de l'ordinaire. Tiens, ça, c'est bizarre, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, il y a des régions où, déjà, tu peux chercher quel est le mois de l'année sur mon terrain où il pleut le plus. Déjà, avec cette information, tu vas pouvoir t'organiser différemment. Tu vas pouvoir, tu sais qu'à ce moment-là, ça serait peut-être bien, si c'est en avril par exemple, ça serait peut-être bien de préparer tout ce qui est récupération d'eau pluviale avant le mois d'avril. Comme ça, je serai opérationnel, vu que la plupart du temps, c'est en avril qu'il pleut le plus. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir que je recharge mes stocks d'eau de pluie. Donc tu vois, ce que tu vas rechercher, c'est vraiment des particularités, quand est-ce qu'il pleut le plus, mais aussi quand est-ce qu'il pleut le moins. Quand est-ce qu'il y a plus d'ensoleillement. Tu vois, tu as même t'as même les heures d'ensoleillement sur ce site. Enfin, c'est vraiment hyper complet. Voilà, quand est-ce qu'il fait le plus chaud, quel est le mois où il fait le plus chaud, quel est le mois où il fait le plus froid, quand est-ce qu'en général il gèle le plus sur mon terrain, etc. Tu vois, il y a plein d'infos. Et vraiment, si j'avais un conseil à te donner, va chercher la particularité, le petit événement exceptionnel et note-le quelque part, fais des tableaux, des notes, ce que tu veux, organise-toi comme tu veux. Mais toutes ces infos, c'est bien de les garder quelque part. Et après, tu vas pouvoir t'en servir pour à chaque moment, tu en auras besoin, quoi, finalement. Ensuite, pour cette fameuse orientation par rapport au soleil et au vent. Donc, des techniques simples. Je vais donner des techniques simples pour observer et noter précisément les zones d'ensoleillement et les zones d'ombre, déjà. Donc,
Mon site internet, j'en ai déjà parlé, c'est Sunearth, je crois, sunearth.com, je crois. Et pareil, tu auras la carte du monde, tu vas sur ton terrain, hop, et en fait, tu vas avoir un espèce de compas du soleil, et du coup, en mettant ce compas là où est ton terrain, eh ben, tu vas pouvoir voir quand est-ce que le soleil se lève, enfin plutôt à quel endroit le soleil se lève aux différents moments de l'année. Parce qu'en janvier, le soleil il va se lever, en général, la course du soleil, on va dire, le soleil est beaucoup plus court, quoi. Il est plus bas et aussi il se lève beaucoup plus court. Alors que l'été, le soleil, il se lève à plus de 180 degrés, tu vois, il est carrément... Imaginons, toi, tu te mets au sud, le soleil, l'hiver, il va se lever dans ton champ de vision à gauche et il va se coucher dans le même champ de vision à droite, alors qu'en plein été, au solstice de juin, eh ben, il va se lever et limite derrière toi à gauche et il va se coucher limite derrière toi à droite, quoi. Il a une plus grande amplitude. Donc pareil, avec ce site internet Sunearth, tu vas pouvoir aller plus en détail, comprendre où est-ce que le soleil se lève, où est-ce qu'il se couche, et tu vas pouvoir déterminer les zones d'ensoleillement, les zones d'ombre, etc., etc. Ensuite, un truc que je conseille de faire aussi souvent, c'est que j'ai fait aussi moi-même sur mes propres projets de jardin en permaculture, c'est de prendre des photos chaque mois ou chaque semaine. Moi, en général, il y a des... Ouais, en général, c'était... Si, c'est... ce qui est bien, en fait, c'est de le faire plus souvent dans les périodes où tu es dans la... Tu vois, l'hiver, tu n'as pas forcément de semis à faire, tu n'as pas forcément de plantation ou de culture. Donc, l'hiver, tu peux le faire une fois par mois. Mais voilà, à partir de mars, ça peut être intéressant. Tout dépend de ta stratégie de semis. Est-ce que tu sèmes à l'intérieur? Est-ce que tu as une serre à l'extérieur ou pas? Mais ça peut être intéressant de le faire toutes les 2 semaines pour avoir un petit peu plus de détails. Voilà, ou des fois, même l'hiver, s'il y a de la neige et que c'est pas le jour où tu dois faire la photo, eh ben, tu vas quand même aller faire la photo pour avoir une photo de ton terrain sous la neige. Bref, ce que je voulais dire, c'est que tu vas faire des photos à la même heure pendant au moins 1 an et toujours au même endroit en fait. Et tu vas pouvoir comme ça comparer ces photos à différentes périodes de l'année. Et pareil, tu vas pouvoir... le but, c'est de le faire le jour où il y a du soleil, tu vois. Au moins, tu vas voir les ombres, comment elles sont projetées. Le jour où il va pleuvoir. Le jour où il va y avoir de la neige, où il va y avoir du gel. Tu vois, voilà, c'est tous ces paramètres qui sont importants. Donc voilà, 1 fois par mois au moins, si tu peux faire une photo à la même heure. Le mieux, pareil, moi je faisais si possible matin et soir. Comme ça, tu as le soleil du matin, soleil du soir, et encore mieux si tu peux le faire matin, midi et soir, à peu près les mêmes jours, hein. Si par exemple tu fais le lundi matin, puis le mercredi de la même semaine à midi et le vendredi de la même semaine au soir, c'est pareil, c'est pas grave. Juste, il faut pas faire une grande différence, quoi. Il faut que ça corresponde à peu près au même moment, tu vois. Il faut que ça soit la même semaine, on va dire, quoi. Voilà. Et une autre astuce facile pour identifier les vents dominants cette fois-ci, et les courants d'air sur ton terrain, ça va être de... déjà, tu peux rechercher, j'en ai déjà parlé aussi, c'est compliqué, les stations météo. Tu sais dont on parlait sur le site, comment il s'appelle déjà, infoclimat.org. T'en as quasiment pas tu sais, les roses des vents, pour savoir justement le sens du vent en fonction des saisons. Donc l'hiver, le vent du nord, il vient plutôt de ce sens-là. Enfin, l'hiver, le vent dominant, il vient plutôt de ce sens-là. Et l'été, plutôt dans ce sens-là, etc., etc. C'est pas... Les vents dominants ne sont pas pareils suivant les saisons. Et pareil, ça, c'est hyper compliqué en France de trouver ces roses des vents là pour savoir les vents dominants. D'ailleurs, si tu as des astuces par rapport à ça, je suis preneur. Parce que, en fait, pour avoir les roses des vents, pour savoir comment le vent souffle chez toi, il faut payer un bras. En fait, pour chaque station météo, donc à chaque station météo, il faudrait que tu achètes la carte, la rose des vents pour savoir les vents dominants. Et je sais plus les prix, mais c'est presque quasiment 50-100 euros par là, quoi, dans cette tranche-là. Donc du coup, ça fait un budget quand même. Après, bon, tu peux... c'est vrai que c'est dommage, quoi. Je trouve que c'est hyper cher. Alors, comme je le disais, France... Belgique, Suisse, ça c'est disponible, hyper facile à trouver. Mais nous en France, on est obligé de payer pour savoir comment souffle le vent. Mais bon, voilà, si tu as des astuces pour ça, je suis preneur. N'hésite pas à me contacter sur mon site Le Potager
minimaliste.fr. Et voilà, j'en profite pour te dire, pense à t'abonner et pense à mettre un petit pouce si cet épisode te plaît, si ça t'apporte de la valeur. Et on continue. Alors, on en était où? Il y a un autre site aussi. Je crois que ça s'appelle Windsurf, en parlant. Tu vois, c'est tous ces sites internet où en fait les surfeurs, tu sais, pour savoir si aujourd'hui il y a des vagues pour aller surfer, eh ben, ils vont aller sur des sites où justement qui sont très spécialisés dans les cartes où ils vont prévoir les vents, des cartes de prévision de vent. Donc c'est Windsurf, je crois, je sais plus exactement, mais tu pourrais retrouver facilement ça. Et des fois, sur certains d'entre eux, il me semble que j'avais trouvé des archives un petit peu. Ça peut t'aider, tu vois, pour connaître les vents dominants, à voir, quoi. Mais c'est sûr que c'est chronophage et c'est pas aussi simple qu'une bête rose des vents, voilà, en fonction de la saison, quoi. Bref, sinon, tu as d'autres astuces, hein. La bonne vieille astuce, c'est demander aux voisins, tout simplement. Si tu as des anciens qui jardinent à côté de chez toi, des voisins qui ont même un potager qui n'est pas permaculture, bah tant pis, tu vas le voir quand même. Il a sûrement plein de choses à raconter, plein de choses intéressantes à dire. Et il connaît sûrement les vents dominants. Il va te dire, tu sais, en 82, on a eu la grande pluie ou le grand gel de 92, ou en 76, la grande canicule. Ils ont toujours des trucs intéressants à partager sur ce qui s'est passé sur le territoire. Donc, n'hésite pas à aller voir ton voisin, même s'il habite un petit peu à quelques kilomètres. Hein. Il y a toujours des petits potagers. C'est obligé. Si tu habites dans un petit village, même un grand village, c'est obligé. Il y a un ancien, il est avec son jardin comme ça, et il a plein de trucs à raconter. Donc, va le voir. En plus, en ce moment, il fait beau. C'est le moment. Il va sûrement être avec sa motobineuse. Ça va te faire chier. Il va être avec sa bêche en train de retourner la terre. C'est pas grave, il le fait à sa façon, mais discute avec lui et tu vas sûrement apprendre plein de trucs. Voilà, donc demande à tes voisins des infos sur... au lieu d'aller payer 50 balles ou 100 balles une carte sur Internet, va demander à ton voisin, paye-lui un coup et demande-lui... il souffle par où le vent en général l'hiver et l'été, le vent il vient d'où? Il va dire, il vient de là-bas, de la colline, tu vois, là-bas, ça fait... ça s'engouffre, après ça vient là, ça repart par là, il va tout expliquer, tu vas voir. Bref. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est tout simplement observer par toi-même. Hein. Un jour où il y a du vent, tu te demandes, pareil, prends des notes, tu te demandes d'où vient le vent. Tu te demandes, est-ce que le vent est faible? Est-ce que le vent est moyen? Ou est-ce que le vent est fort? Tu vois, tu te fais une petite jauge de puissance, quoi. Et quel est l'impact direct de ce vent? Est-ce qu'il a déjà un impact? Je sais pas, moi, est-ce qu'il fait pencher un arbre ou quoi, tu vois? Pose-toi déjà ces questions. D'où vient le vent? Est-ce qu'il est fort ou pas? Et quel impact il a? Est-ce que est-ce qu'il refroidit? Est-ce qu'il assèche la terre? Bref. Tu peux aussi, il y avait une astuce pas mal aussi que je faisais dans un de mes projets de jardin en permaculture, c'est que je plantais des bâtons, mais pas des petits bâtons, hein, des trucs des bambous, je crois, où j'essaie de trouver des perchoirs en gros, ou de plus de 2 mètres, tu vois. Et au bout de ce perchoir, je mettais du plastique ou des morceaux de tissu. Et en fait, comme ça, le jour où il y a du vent, déjà visuellement, tu vois, tu sais, un peu comme sur les routes, là, les gros trucs rouge et blanc, je me rappelle pas du tout comment ça s'appelle. C'est un nom pourtant hyper commun, mais tu sais, ces trucs là qui prennent la direction du vent, quoi. Quand ça souffle, paf, ça te fait le truc qui va prendre la direction du vent, et tu sais que le vent il vient de l'ouest ou de l'est. Pareil, tu vois, tu mets des bouts de plastique ou des bouts de tissu suspendus à des bâtons en hauteur, et paf, tu regardes, tiens, le vent, il vient de ce sens-là, tiens, ça change, c'est changeant, tu vois, et puis quand ça change, ça a tel impact. Juste, tu regardes, en fait. Tu sais, tu cherches pas trop non plus à comprendre, tu regardes, tu fais, tiens, là, il est en train de se passer ça. Le vent, il est en train de changer. Ah, ok, et du coup, vu qu'il change, il y a un autre vent qui apparaît, tu vois, il peut y avoir plein de trucs, en fait, et juste d'observer. Tu vas pas forcément apprendre quelque chose, mais des fois, il va se passer un truc, et tu vas faire, ah ouais, ça, c'est hyper intéressant, et paf, ça, tu le notes. Toujours avoir un petit carnet d'observation, un petit carnet de permaculture, appelle-le comme tu veux, et paf, dès qu'il y a un truc, tu notes, ça, c'est un truc que je veux savoir, ça, c'est un truc que je veux me rappeler, qui me sera utile un jour ou l'autre, et tu regroupes ces informations, et tu les classes par, soleil, vent, gel, sécheresse, humidité, eau, pluie, et voilà, tu notes toutes tes observations, et je te garantis que ça va t'aider dans ton design, tout simplement, à améliorer la façon dont tu aménages ton jardin et la façon dont tu jardines, parce que chaque jardin est unique. Je vais pas te refaire le podcast, mais voilà. Ensuite,
on va continuer sur la topographie et le relief. Comment identifier et mesurer simplement la pente sur ton terrain? Donc la pente, c'est vraiment un facteur clé pour gérer l'écoulement d'eau, pour ralentir ou accélérer l'eau. Mais le but, c'est vraiment de ralentir l'eau pour qu'elle puisse mieux s'infiltrer et humidifier tes terres. Aujourd'hui, on est dans une dynamique où il y a un réchauffement, où il y a plus de sécheresse, il y a plus de chaleur, donc on va essayer de retenir l'eau. Si on était dans l'inverse, où il pleuvait tellement, il pleuvait trop, on va plutôt chercher à la... Tu vois. Mais là, aujourd'hui, on est dans une dynamique, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a besoin de ralentir l'eau, laisser l'eau s'infiltrer, réhydrater nos terres. Donc voilà. Pareil, la pente, ça va t'aider à éviter l'érosion. L'érosion, c'est tout simplement tu perds ton sol. C'est tout simplement l'eau, elle passe sur ton terrain, elle prend ta matière organique, elle prend la terre, même ça peut être des petits sédiments, des petits... elle prend la terre et elle l'emmène avec soi. Pour la déposer peut-être chez le voisin, pour la déposer plus loin dans ton terrain, là où tu n'en as pas besoin. Donc gérer l'eau, ça va aussi t'éviter un peu d'érosion. Ensuite, ça va t'aider à savoir où installer tes buts de culture si tu en fais, où installer tes drains si tu veux en mettre. On va plus être dans la dynamique de faire des mares, comme je disais. Mais voilà, ça va t'aider aussi à savoir où est-ce que je vais faire une mare, où est-ce que je vais faire un étang, un point d'eau, quoi, etc., etc. Ensuite, donc ça, comment tu vas le faire? Donc, à l'instinct. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup faire les choses à l'instinct, même des fois beaucoup trop. Il y en a qui me disent design en permaculture, j'en ai pas besoin. Moi, je fais tout à l'instinct, jardine à l'instinct. Ouais, bah bon courage. Et puis on se revoit dans 10 ans, quoi. Mais il y a quand même du bon dans l'instinct. Il faut savoir juste l'utiliser au bon moment, à bon escient. Donc déjà, tu peux faire une petite marche sur ton terrain. Tout simplement, ressentir un peu où est-ce que, tiens, là, ici, ça commence à descendre, là, ça remonte, etc. Où est-ce que je sens une pente, voilà, tu vois, si tu sens que c'est pertinent à noter, tu le notes. Si tu sens que c'est pas pertinent, tu ne le notes pas. Mais voilà, déjà, juste marche son terrain lentement. Est-ce que ça descend, est-ce que ça monte, etc. Quand il pleut, un jour de pluie, tu notes où est-ce que l'eau, elle stagne, où est-ce que l'eau, elle coule. Comme je disais, des fois, tu as des cours d'eau, mais les cours d'eau, ils sont intermittents. Ils vont couler uniquement quand il pleut. Bah ça, pareil, il faut le savoir. Et quand il pleut, en général, on va pas regarder. Bah toi, quand il pleut, tu vas aller regarder. Tu vas mettre la parka, tu vas mettre ton imperméable, tu vas prendre le parapluie et tu vas aller voir, tiens, qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'eau, par où elle passe? Parce qu'après, on vient constater les dégâts le lendemain ou en fin de journée. Mais voilà, quand il pleut, il faut aller aussi observer qu'est-ce qui se passe concrètement. Et des fois, ça permet de trouver plein de trucs. Des fois, ça te permet de trouver une fuite sur tes chenaux. En fait, il y a plein de trucs. Moi, dans mes observations sur mes terrains, sur mes projets de permaculture, quand j'ai fait des observations, j'ai pu déceler des fuites. Tu peux voir plein de trucs, en fait. Ça te donne plein de réponses quand il pleut. Puis des fois, il se passe rien, en fait. Tu regardes la pluie comme un con. Mais au moins, s'il y a un truc à voir, tu le vois, quoi. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est regarde comment poussent les herbes. Souvent, l'eau, elle suit les lignes et les pentes. Et du coup, les plantes, elles t'indiquent aussi comment est-ce que l'eau, elle coule. Tu vois, si tu as des endroits qui sont plus secs, tu auras des plantes qui sont plus sèches. Tu vois, c'est toute cette histoire de plantes bio-indicatrices. Mais aussi, ça te permet de comprendre le relief. Donc, tu peux observer comment poussent les plantes, quelles plantes poussent, et ça va t'aider aussi à comprendre comment l'eau, elle pousse. Des fois, tu as juste une ligne où c'est bien vert, où il y a des beaux pissenlits, des belles pâquerettes, et 1 mètre plus loin, c'est du chien-dent, il n'y a rien. Bah voilà, c'est parce qu'ici, il y a de l'eau qui coule. Parce que si l'herbe elle est plus dense, si c'est plus touffu, il y a de l'eau qui coule dessous. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. Voilà. Ensuite, ça c'est le côté on va sur son terrain, on prend la pluie, on en prend plein la gueule, on observe et on apprend des choses. Mais si vrai, et une fois que tu as fait ça, tu rentres à la maison et tu peux utiliser donc Internet et les outils informatiques. Toujours dans la topographie, on est. Donc là, moi, je vais te donner 2-3 petits conseils. Je vais pas aller dans le détail parce que là, c'est vraiment si toi tu veux aller dans le détail, si tu veux vraiment faire un truc nickel propre,
Voilà, je vais vraiment te donner des astuces de designer et on va aller dans le détail. Donc, ce que tu vas essayer de récupérer en fait les informations topographiques cartographiées par le gouvernement. Je ne sais plus comment il fait, je sais plus comment ils font. Je crois que ça a été fait avec des hélicoptères, des rayons où en fait ils peuvent, en fait tout le territoire. Je crois que même toute la planète, elle a été pratiquement cartographiée, même si ça bouge. Ça a été cartographié, tu vois, par des rayons avec des hélicoptères, tout ça. Et du coup, on sait où est-ce qu'il y a comment la roche, elle est en fait, et comment est-ce qu'elle... c'est pas la Terre qui est cartographiée, mais c'est vraiment la roche. Et comme ça, on peut connaître la topographie. Là, ça descend, là, ça remonte, là, ça fait une cuvette. Et tout le territoire est cartographié. Et ça, tu peux le récupérer gratuitement. Sauf que c'est une galère, mais tu peux le faire. Et en gros, j'ai donné quelques pistes. Tu peux faire ça avec le logiciel QGIS. Donc, ça s'écrit QGIS. C'est un super logiciel de cartographie où tu peux mettre un petit peu toutes les informations que tu veux. Tu as juste à les récupérer au bon endroit et les ajouter à ton logiciel. Et du coup, tu peux avoir une super... ça peut éviter de faire venir un géomètre, par exemple. Et tu peux avoir une super... au mètre près. Je crois que même c'est encore plus précis parfois. Est-ce que là, il y a une pente? Est-ce que là, ça descend, ça monte, etc. C'est vraiment hyper précis. Et bon, ça ne sera pas aussi précis que l'analyse que tu vas faire toi-même sur ton terrain, mais déjà, ça va te donner une belle vue d'ensemble. Et moi, je m'en sers souvent pour les designs que je fais à distance. Ça me permet déjà d'avoir une bonne vision d'ensemble. Et après, avec les personnes, je peux leur dire, bah là, il faudrait aller peut-être creuser un peu plus, voir comment c'est avec des photos ou autre, des vidéos. On peut mieux comprendre comment ça se passe. Et donc, avec le logiciel QGIS, et en fait, le but, ça va être que tu recherches. Je crois que sur Géoportail, pareil, il y a tout, hein, avec géoportail.fr, tu as pas mal d'infos. Et en fait, il faut que tu retrouves les MNT. Alors, je sais plus ce que ça veut dire. Ça veut dire les métriques numériques territoriales. Je sais plus ce que ça veut dire. Mais en gros, c'est un fichier qui va cartographier, justement, comme je le disais, la topographie. Je ne vais pas rentrer en détail. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. On verra si on fera un épisode plus spécialisé là-dessus. Mais voilà, vu que là, on rentre sur les outils informatiques, tout ça, ça voudrait dire vidéo, donc il faudrait que je le fasse en dehors du podcast, donc ça peut se faire, pourquoi pas, si je vois qu'il y a de la demande. D'ailleurs, j'en profite, si tu travailles sur le design de ton jardin, n'hésite pas, j'organise des ateliers, donc tu n'as qu'à t'inscrire en t'inscrivant à ma newsletter. Tu t'inscris quelque part, tu vois, tu récupères l'agenda Nature et Jardin qui est sur mon site internet, tu t'inscris. Quand je fais des ateliers, en fait, je préviens tous ceux qui sont abonnés à mes mails et on fait des visios comme ça où on peut chacun vient avec son projet, ses questionnements et on essaye de résoudre tout ça. Donc n'hésite pas à t'inscrire sur lepotagerminimaliste.fr. Tu vas dans ressources gratuites et tu t'inscris à l'agenda Nature et Jardin ou autre, à la newsletter, ou ça dépendra à quel moment ça se trouve dans 10 ans ça sera plus l'agenda, ça sera autre chose, mais tu t'inscris. Et puis, comme ça, tu es inscrit à mes mails. Et moi, dès que je fais un atelier, je te préviendrai et tu pourras rejoindre l'atelier en petit comité. Voilà. Donc, et puis, pour en finir avec la topographie et le relief, tu peux tout simplement faire appel à un géomètre. Pour les projets un peu plus sérieux, on va dire un peu plus professionnels, c'est indispensable de faire appel à un géomètre où il va vraiment cartographier en détail, on va tout pouvoir connaître. Voilà. Après, c'est un investissement aussi, mais c'est aussi un investissement qui est utile quand on a un projet professionnel. Ensuite, pour ce qui est de la qualité du sol et sa texture, alors on va parler de ce fameux test du bocal. Le test du bocal. En gros, on va y aller rapidement. En gros, tu vas dans ton jardin, à un endroit ou plusieurs endroits, comme je te disais, si tu as un grand jardin, tu vas faire plusieurs relevés à différents endroits. Si tu vois qu'il y a différents types de plantes à différents endroits, bah voilà, tu sais qu'il y a différentes terres, donc tu vas essayer de voir qu'est-ce que c'est ici, qu'est-ce que c'est là-bas, tu vois. Et en gros, le but, c'est tu creuses un trou de la hauteur de la pelle ou de la bêche, tu vois, genre 20-30 cm. Ensuite, donc tu enlèves cette terre et tu prends la terre qui est en dessous. Souvent, elle n'est pas de la même couleur, tu verras. Donc, tu prends la terre un petit peu plus en profondeur et tu prends un bocal. Tu remplis ce bocal à peu près, je sais pas, aux 3/4
avec cette terre, ou à la moitié, 3/4, 2/3 on va dire, et tu remplis ton bocal en eau. Ou au pire, ce que tu fais un petit peu moins de la moitié. Tu fais un petit peu moins de la moitié du bocal de terre et tu remplis ton bocal aux 2/3. Tu vois, faut pas remplir l'eau complètement en fait. Et voilà, donc tu mets 2/3 d'eau, un tiers, une moitié de terre et tu remélanges. Tu mélanges, tu vois, tu fermes ton bocal, tu secoues pendant un bon moment pour vraiment bien mélanger la terre, bien tout détacher, l'argile, le limon et le sable. Tu secoues. Et après, tu poses ton bocal et tu laisses reposer 24 heures, 48 heures. Et tu reviens. Pareil, là, ça va être compliqué d'expliquer. Mais en gros, au fond de ton bocal, tu vas avoir le sable. Ensuite, tu vas avoir les limons. Et ensuite, tu vas avoir l'argile. Et en fait, le but, ça va être de savoir quel est le pourcentage de sable, quel est le pourcentage de limon et quel est le pourcentage d'argile. Pour ça, tu mesures la hauteur de l'ensemble de la terre, quoi, tout simplement, de la terre que tu as dans ton bocal, et tu mesures l'argile, combien il fait de centimètres en hauteur, le limon et le sable, combien ça fait de centimètres. Tu fais un calcul savant et tu vas dire, bah voilà, j'ai tant de pourcents d'argile, tant de pourcents de limon, tant de pourcents de sable, et après ça, tu le reportes à une carte, et tu sais si tu as un sol qui est plutôt limoneux, argilo-sableux ou quoi, tu vois, il y a plein de types de sols différents, et ça, pareil, ça va t'aider dans le choix de tes végétaux, et pareil, je pourrais peut-être faire un truc là-dessus, une fiche technique ou autre, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, mais voilà, ça, c'est le test du bocal. Pareil, pendant que tu fais le test du bocal, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un test d'acidité de ton sol. Alors, tu peux faire, t'es pas obligé d'envoyer en laboratoire, tu peux le faire avec du vinaigre. Par exemple, une fois que tu as fini tes relevés, bah, tu verses un peu de vinaigre dans ton eau. Faut pas que ça reste trop longtemps parce que ça peut. Enfin, tu gardes bien ton bocal fermé pour pas que le calcaire s'évapore. Et au pire, tu fais un deuxième. Tu vois, faudrait pas trop que l'eau reste trop longtemps dans ton bocal. Donc, ce que tu peux faire, c'est 2 bocals, un qui servira à mesurer et un que tu vas tout de suite. Tu vas laisser quelques heures la terre à l'intérieur pour bien que ça s'imbibe et tout. Et après, au bout de, 2-3 heures, une demi-journée, on va dire, tu verses du vinaigre à l'intérieur. Si ça commence à faire des bulles, à mousser, ça veut dire que là, tu as un sol qui est très calcaire. Donc du coup, ça peut être intéressant. Tu vois, le vinaigre, tu le verses. Si ça mousse, tout ça, c'est un sol très calcaire. À l'inverse, si ça fait rien, bah, tu refais un test et cette fois-ci, tu mets, je pense qu'avec du bicarbonate de soude, tu sais, le bicarbonate, quoi. Pareil, si tu en verses un peu et là que ça mousse, bah, c'est l'inverse. Ça veut dire que ton sol, il est plutôt acide, il est plutôt pauvre en calcaire, tu vois. Donc ça peut être une astuce. Mais tu peux aussi acheter, tu sais, les tests de piscine, là, qui vendent dans les magasins de piscine, je sais pas où. Mais en gros, c'est des tests d'acidité où, pareil, ça va te dire, bah, ton pH, il est plutôt de 7, 8, 9, 5, 4, etc., etc. Et ça, pareil, ça va t'aider dans la façon dont tu vas enrichir ou amender ton sol. Qu'est-ce que tu vas apporter comme matière organique? Est-ce que c'est plutôt un sol acide? Est-ce que c'est plutôt un sol calcaire? Est-ce que c'est plutôt un sol bien équilibré? Et ça va t'aider aussi à faire une petite correction de ton sol, même si on ne peut pas vraiment corriger un sol, hein, que ce soit la texture ou la chimie de ton sol. Voilà, en général, il y a un truc. Tu peux avoir un impact sur un endroit, mais la plupart du temps, il va toujours rester dans sa tendance d'origine. Et puis voilà, pour la qualité du sol, on va peut-être avancer parce que je vais faire un podcast de 2 heures là. Donc ensuite, on va finir avec l'accès et la circulation de l'eau. Quelques astuces. Pardon, j'ai un peu soif là. Mais on va continuer, on va finir là-dessus. Donc le cadastre. Tu vas aller voir le cadastre sur Géoportail, pareil, pour les droits de passage. En général, c'est noté. Tu peux aussi demander l'urbanisation, service urbanisation de ta mairie. Tu peux demander des cartes, est-ce qu'il y a des droits de passage sur mon terrain, etc. etc. Mais pareil, sur Géoportail, tu as quand même pas mal de cartes. Tu vois, tu as différentes cartes où tu peux voir les accès, tu peux voir les limites de ton terrain, les limites cadastrales. Tu peux voir plein de choses. Je t'invite à aller jeter un œil sur Géoportail. Oui, un petit peu d'écran, comme je disais, on ne peut pas s'en passer non plus de 100% des écrans. Ensuite, si tu veux pas forcément, t'en as un petit peu marre au bout d'un moment de faire des recherches sur Géoportail,
tu sors, tu vas dans ton jardin et tu fais de l'observation un jour où, comme on disait, où il y a beaucoup d'humidité. Il a beaucoup plu là, ça fait une semaine qu'il pleut, ça s'arrête un petit peu, bah voilà. Hop, qu'est-ce qu'il y a sur mon terrain? Voilà, où sont les zones les plus humides? Où est-ce que je patauge? Où est-ce que finalement c'est plus trop, c'est bien détrempé, etc., etc. Et pareil, l'été, 3 semaines de canicule, pas une goutte de pluie. Et ben voilà, c'est le moment d'aller regarder sur le terrain. Où est-ce que c'est dur comme du béton? Est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce qu'il y a des fissures dans mon sol? Est-ce que si, est-ce que ça? Est-ce qu'il y a des herbes là il y a des endroits dans mon sol ça pousse quasiment plus, ça pousse plus. Il n'y a plus rien. Il y a même le chien dent, il est sec. Tu vois, tous ces trucs-là, pareil. Comme je te dis, il n'y a pas de règle. C'est tu regardes, tu observes. Et à un moment donné, il va y avoir un truc. Voilà, je ne vais pas faire un truc de développement personnel, mais en fait, tous ces moments d'observation, ça va aussi faire travailler ton inconscient qui va connaître ton terrain. Et après, il va se passer des trucs, tu vas faire des liens. Tu vas faire, ah oui, mais en fait, là-bas, c'est toujours sec parce que là, il y a du vent à ce moment-là. Tu vois, c'est toutes ces observations que tu vas faire à toutes les périodes de l'année, à des moments de sécheresse, de gel, de ci, de ça. Bah, au fait, inconsciemment, il va se passer des trucs et après, tu vas faire des liens. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à mieux connaître ton terrain. Et voilà. Et tu sais quoi, on va finir par un petit exercice guidé. Voilà. Si au final, là, tu as pris plein de notes, là, je t'ai pris la tête avec toutes ces informations, tu te dis, putain, il faut que je réécoute 50 fois le podcast. Bah déjà, mets le podcast dans tes favoris, mets un pouce, abonne-toi et mets un petit commentaire pour soutenir ce podcast. Et on va faire un petit exercice. Tu vas choisir une zone, je sais pas, 10 mètres, même pas 5 mètres carrés dans ton jardin. Et tu peux cartographier ton jardin. Si tu as un grand jardin, tu sais, tu peux, vite fait avant de commencer, tu sais, tu peux avoir une carte et l'imprimer et la mettre, je sais pas, quelque part chez toi. Tu l'imprimes, tu l'affiches et tu sais, tu cartographies, enfin, tu sais, tu fais des zones un peu comme, je sais pas, tu vois, tu fais B1, B2, tu vois, tu mets à l'horizontale, tu fais une zone 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et à l'horizontale, A, B, C, D, E, F, G, et tu sais, tu fais des traits, et ça fait des carrés, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est tout con, un peu comme, je sais pas, la puissance 4, tout ça, quoi, la bataille navale et tout, mais du coup, ça fait des zones de ton jardin, et tu peux définir des zones comme ça. Bref, ça peut t'aider, tu vois, alors, imaginons que tu as fait ça, eh ben, je t'invite à aller va en zone B2, alors, je sais pas où ça se trouve, mais va en zone B2, et prends tes notes, là, toutes tes notes que tu as prises, et dis-toi, je sais pas quelle est la période de l'année. Là, le podcast, il sort, on va être en avril, on est en avril, et voilà. Et tu vas pas pouvoir observer la neige en avril, quoique on peut, hein, ça dépend où tu habites. Hein. Mais voilà, prends toutes tes notes que tu as prises, va à un endroit de ton jardin sur 5-10 mètres carrés et lis tes notes. Voilà, le vent, le soleil, le machin, tout ça. Et essaye de voir déjà si tu as quelques premières pistes sur les orientations du vent, du soleil. Est-ce qu'il y a des pentes? Est-ce que le sol il est humide? Est-ce qu'il est sec? Et note, commence à noter, mais cette fois-ci, voilà, dans ton carnet de permaculture, on va appeler ça, un carnet d'observation, et tu notes. Bah tiens, dans la catégorie ensoleillement, je note que ici, il y a beaucoup de soleil. Je note que le sol il est quand même assez sec, etc., etc. Déjà, tu vas faire cet exercice et déjà tu auras commencé concrètement à faire une analyse de terrain. Parce que là, je t'ai donné pas mal d'infos, mais au final, il suffit juste de sortir et commencer à observer à droite, à gauche. Comme je disais, aller parler à son voisin. Et tout ça, voilà, c'est du lien que tu crées. C'est de l'apprentissage que tu crées. Voilà, tu t'ancres sur ton jardin, ton territoire. Donc voilà, je te laisse faire ce petit exercice. Je vais te faire une petite synthèse de ce qu'on a vu. Mais en gros, on a listé les 5 éléments à analyser. On a listé quoi? On a vu les 5 éléments, on a vu comment les réaliser facilement chez soi. On va pas aller en détail, hein. Mais voilà, en gros. Il te reste plus qu'à aller faire ça, à te mettre des temps dans la semaine, pourquoi pas, pour aller faire ce petit truc de tiens, je vais aller analyser une zone de mon jardin, j'allais me poser telle ou telle question,
S'il y a beaucoup de pluie, bah tiens, je vais aller voir sous la pluie, toutes ces choses qu'on a vues. N'hésite pas à les faire. Je t'encourage vraiment à passer à l'action. Comme je disais, ces podcasts, c'est aussi pour... c'est un format qui est différent. Tu vois, on n'est pas là en train de voir les techniques de jardinage, mais on est vraiment sur une réflexion plus approfondie. Je sais que ça ne parle pas à tout le monde, mais le but, c'est vraiment de t'aider à déjà être en dehors des écrans, à passer plus à l'action et à repartir aussi avec des outils simples, mais qui vont vraiment être hyper efficaces, plus efficaces que planter un œillet à côté d'une tomate, quoi, le cliché. Hein. Mais voilà, moi je veux vraiment t'inciter à faire des choses, à passer à l'action dans le monde réel, quoi, on va dire. Donc voilà, je t'invite, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Si tu as des retours d'expérience, si tu as des astuces, comme par exemple, si tu sais, si tu revends des cartes des roses des vents pour connaître voilà, si tu veux revendre des roses des vents d'occasion, je suis peut-être preneur. Et puis voilà, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, ouais, ça m'a plu, ou ouais, tu m'as saoulé, ou etc. etc. Et voilà, et si tu veux que je fasse le design de ton jardin, pareil, il y a un lien dans la description. Si tu veux le faire toi-même, le design, mais tu veux te faire accompagner par un pro, bah, je t'accompagne aussi à faire ton design. Je te donne les étapes à faire et c'est toi qui fais ton design, mais c'est moi qui t'apporte l'outil. Donc tous les liens se trouvent dans les commentaires et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!